Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle série de podcasts. Cette fois-ci, je reçois Rémi Ollier, qui est kinésithérapeute, mais qui a une compétence particulière dans le domaine des thérapies cognitives et comportementales. Et donc, il va également nous parler de ce qu'on appelle aujourd'hui les Psychologically Informed Practice. Bonjour Rémi, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour Marco, bonjour à tous. Je suis Rémi Ollier, je suis kiné libéral à Nice, voilà, et je suis breton. Et j'ai une spécificité en tant que kiné, c'est que je ne prends en charge que des patients qui ont des douleurs persistantes ou complexes. Ça, c'est quelque chose que Ah, j'aimerais bien. On va y revenir plus tard. Comment tu t'es retrouvé à justement ne faire que ça? Parce que je pense pas qu'on s'installe un jour et qu'on se dit tiens, je vais faire que des douleurs persistantes et des douleurs complexes. Est-ce que tu veux en parler maintenant dans ta présentation ou tu veux en ouais, parler plus tard? oui, oui, pourquoi pas, oui, oui, bah, comme ça on enchaîne avec ça. Effectivement, en fait, ce qui s'est passé, c'est je pense que je me suis cherché en tant que thérapeute, c'est-à-dire que j'ai d'emblée fait des formations plutôt orientées prise en charge un peu globale du patient, comme on peut. J'ai commencé directement par exemple par Mézières, et après j'ai fait un DU de kiné du sport parce que j'étais plutôt sportif, mais je me suis aperçu que la prise en charge de patients sportifs me plaisait pas particulièrement. Et puis je me suis posé des questions sur notre intérêt. Est-ce que la kiné sert à quelque chose? Parce que j'avais l'impression que je voyais beaucoup d'entorses de cheville et que de toute façon, une entorse de cheville, si on n'y va pas, peut-être que ça récupère très bien tout seul. Pareil pour les fractures, pareil pour les lombalgies. Globalement, si on fait rien, un patient lombalgique, il ira bien. Donc à l'époque, je me suis posé pas mal de questions et je me suis dit, finalement, la solution pour savoir si je suis vraiment efficace, ce serait de prendre en charge les patients qui ont mal depuis 10 ans ou 20 ans. Et puis si au bout de 10 séances, ils ont plus mal, c'est qu'a priori, il y a en tout cas plus de chances que ce soit grâce à moi. C'est ce que j'ai fait. Et puis, je me Ok. suis bien cassé la gueule. Et c'est là que je me suis dit, ah, ok, peut-être qu'il faudrait quand même essayer de comprendre un peu pourquoi ça marche pas du tout. Et voilà. Et là, en France, à l'époque, il y avait vraiment pas grand-chose quand même, hein, comme formation. Et t'as commencé par où alors? Bah, il y a quand même Explain Pain, qui est quand même le bouquin le plus ancien, qui a une vision assez intéressante de ce qu'est la douleur. Et puis après, en pratique, en formation pratique, j'ai eu la chance de voir Peter O'Sullivan. Alors maintenant, je suis beaucoup plus critique vis-à-vis de ce qu'il fait. Peter O'Sullivan, c'est un physio australien qui a mis en place une thérapie cognitive fonctionnelle qui est assez intéressante, hein. Et c'est quand même celui qui m'a décomplexé par rapport à ma pratique. C'est-à-dire que je suis allé le voir et je me suis dit, ah ben, finalement, je peux m'orienter là-dedans, je suis pas tout seul, il y a des gens qui ont travaillé ça, il y a des gens qui ont l'air d'avoir une pratique intéressante autour de ça. Et ça m'a, j'ai l'impression, enfin, ça m'a boosté, clairement. Clairement, ça m'a boosté et j'ai eu l'impression d'être un peu plus légitime dans ce que je faisais grâce à Peter O'Sullivan. Puis du coup, c'est à partir de là où j'ai commencé à m'intéresser aussi au côté psychologique, où là, je me suis de nouveau un peu éloigné de Peter O'Sullivan et où j'étais plus vers les thérapies cognitives comportementales. Et Rémi, pour compléter ta présentation, est-ce que tu peux nous dire, nous décrire tes autres activités professionnelles? Euh, j'ai une activité qui est dans la formation, parce que j'ai un organisme de formation qui s'appelle Shake Up Formation, avec Arnaud Durand, qui est mon collègue de cabinet à Nice. On a monté ça parce que justement, à un moment donné, où on trouvait qu'il n'y avait pas assez de formation qui correspondait à ce qu'on voulait faire. Et on s'est dit, plutôt que de se plaindre qu'il n'y a pas assez de formations qui nous plaisent, et si on les organisait nous. Donc ça date d'il y a 4 ans, je pense maintenant. C'est un sacré projet, hein. Toi aussi, Marco, tu le sais, d'avoir un organisme de formation. J'ai aussi le côté enseignant. J'enseigne en formation initiale à l'école de Nice et de Grenoble sur la douleur, le modèle biopsychosocial. J'enseigne en formation continue, en DU de TCC de la douleur chronique. Donc TCC, c'est les thérapies cognitives comportementales. TCC de la douleur chronique avec le professeur Laroche à Paris, et un DU TCC tout court qui, lui, pour les psychologues et les psychiatres à Nice. Et puis dans Shake Up, j'ai une formation avec une psychologue où on essaye d'amener justement ces notions de psychologie pour des rééducateurs.
Et puis, avec l'agence EBP, je fais une formation qui s'appelle Escape Pain, qui est un escape game autour des problématiques liées à la douleur des patients. Et puis, il y a aussi au niveau associatif et société savante, le GI Douleur. En fait, j'étais président du groupe d'intérêt douleur de la Société française de physiothérapie pendant 2 ans, là, et puis j'en suis toujours membre. Et puis, ben, membre de la Société française d'études et traitement de la douleur, et puis de l'Association internationale de traitement de la douleur, l'IASP. Oui, c'est bien. Et c'est important. C'est important. Et puis, c'est bien aussi d'aller un peu, de divaguer sur des choses sur lesquelles on reviendra, notamment la formation que tu donnes avec la psychologue. C'est pas tous les jours qu'on a une formation qui est animée en binôme entre un kiné et une psychologue. Et ça, on y reviendra sur la jeunesse de cette rencontre et de cette formation et qu'est-ce que ça pourrait apporter. On y reviendra dans un deuxième temps. Rémi, la raison pour laquelle, principale en tout cas, pour laquelle je t'ai invité là, c'est que le tout premier épisode qu'on a fait avec Jean-Philippe de Neuville sur la biomécanique du disque intervertébral, t'avais fait réagir et donc on avait échangé là-dessus et je trouvais ça intéressant, ton point de vue. Et donc je vais d'abord passer l'extrait qui t'a fait réagir du tout premier épisode avec Jean-Philippe, qu'on salue justement Jean-Philippe. Salut Jean-Philippe. Donc je passe l'extrait et puis après on en reparle. Je prends l'exemple d'un pendule en fait où on a un pendule qui au début était très du côté bio en fait, hein, et il a semblé que ce pendule, moi il me semble que dernièrement ce pendule a switché de manière assez prononcée de l'autre côté, donc d'un côté qui est purement psychosocial, et encore je nuancerais, je dirais même plutôt psychologique que psychosocial, parce que je pense que la sociologie ça reste encore quelque chose de différent que nous praticiens de santé on maîtrise de manière très très erratique. Et l'idée un peu du travail de thèse, hein, enfin, avec cette mise en perspective des recherches sur la mécanique du disque, c'était de recentrer un peu le pendule. Alors, pour être tout à fait honnête, cette métaphore-là du pendule, c'est pas moi enfin, elle vient pas de moi, hein, elle vient d'un chirurgien américain qui s'appelle Ronald Donaldson, qui avait parlé de ça déjà. Ou dans le courant, enfin, il me semble que son bouquin qu'il écrit, ça doit être 2008 ou 2009, un truc comme ça. Et justement, il parlait de ça, et je trouve que à l'époque, il le constatait déjà, lui, et pour le coup, là, maintenant, j'ai l'impression qu'on est vraiment parti sur un modèle, à l'heure actuelle, euh, très psycho, voire psychocognitif, hein, même une sous-catégorie de psycho. Alors, dans cet extrait, Rémi, Jean-Philippe, il parle de cette notion, cette image du pendule. On serait allé trop d'un côté du bio à un moment, et du coup, on allait trop de l'autre côté dans le psycho. Et toi, justement, ça t'a fait réagir. Est-ce que tu peux t'expliquer un peu plus précisément en quoi ça t'embête, cette Ouais, présentation? bon, déjà j'en ai reparlé avec Jean-Philippe et on est globalement d'accord, mais après c'est vrai que parfois le problème des métaphores, c'est on peut vite sortir finalement de ce qu'on veut dire et finalement ça laisse tout le monde interpréter un petit peu comme il veut. Euh, c'est vrai que cette notion déjà, donc le modèle biopsychosocial, déjà c'est vraiment, enfin c'est un modèle qui est vieux, hein, qui a commencé à être élaboré en 54. Donc voilà, par globalement c'est des psychiatres. Et ensuite, il a été vraiment plus au niveau des études scientifiques, on le voit ressortir en 1977 par Engel. Engel, c'est un psychiatre qui s'occupait pas mal de pathologies viscérales et donc du coup d'emblée, on lui a quand même rapidement reproché au niveau de ses collègues psychiatres de faire un modèle en fait qui amenait tout sur le bio. Et donc en fait, on s'aperçoit que globalement, en fonction des âges, en fonction des personnes, en fonction du prisme avec lequel on regarde ce modèle biopsychosocial, finalement, on lui trouve les défauts qu'on veut, et peut-être avec nos propres biais. Il y a eu une vision à un moment donné, on lui donnait un côté bio, ensuite, dans les années 80, on a amené un côté familial et social, et puis très rapidement, globalement, on lui a reproché de partir vers un côté neuroscientifique, et donc de repartir sur le bio, ça c'est au niveau psychiatrique. Et actuellement, au niveau de la physiothérapie, donc, pour lequel ce modèle est vraiment très utilisé, alors qu'au niveau psychologie, on a tendance à le laisser de côté. Ben, pour tout ce qui est thérapie manuelle, globalement, on peut lui reprocher de dire bah, finalement, on a tout tendance à ramener sur le psycho.
Ce qui ressortait un petit peu de ce que disait Jean-Philippe. Et pourquoi on a tendance à parler de ça? Parce qu'on se dit oui, maintenant, on se fie même plus aux imageries, on se fie plus tout à fait à nos tests cliniques parce qu'ils sont pas très fiables. Et donc du coup, on finit par dire que parce que c'est le patient qui a des pensées catastrophistes ou parce que il a une kinésiophobie. D'ailleurs, c'est un terme qui me gêne, mais que du coup le problème persiste. En fait, je pense que la prise en charge psychologique dans le milieu de la rééducation n'a pas commencé. Il n'y a pas une once de psychologie actuellement dans notre façon de travailler. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on est sorti d'un modèle où on faisait confiance à l'imagerie et confiance à nos mains. Ça, on commence à s'apercevoir que ça pose souci. Mais c'est pas parce qu'on rejette une théorie que d'un seul coup, on rentre complètement dans une autre et qu'on bascule vers le côté psychologique. Alors certes, on a enlevé une partie du bio, mais pour l'instant, on est pour moi dans une sorte de no man's land où on a enlevé une partie du bio, et mais on n'est pas encore rentré dans le psycho, et puis dans le social, on n'y est pas vraiment non plus, parce que même si en congrès, on revoit toujours le super Nicolas Najditch, c'est cool qu'il soit là et qui nous marque un petit peu, mais en pratique, il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire, c'est quelques personnes qui sont au courant de ça, et encore, même quand on est au courant, dans notre pratique libérale, c'est quand même compliqué. Donc pour l'instant, je pense qu'on n'est pas du tout rentré dans le psychologique, et que le pendule, peut-être qu'il est au milieu, peut-être qu'il est ailleurs, j'en sais rien, mais en tout cas, moi j'ai vraiment pas l'impression qu'il soit du côté de la psychologie. C'est peut-être pas un pendule. Ouais, c'est ça en fait, c'est un point mort qui est là, en gros, actuellement, et je pense que ça reflète aussi peut-être, et ça j'en parlais avec Nicolas Neiditch à midi, du coup c'est quand même rigolo, je mangeais avec lui. Et lui, il est surpris de voir certains kinés, parce que lui, il adore le métier de kiné, il trouve ça cool, il est surpris de voir certains kinés, même ostéos, qui sont paumés. Parce qu'en fait, on leur a dit qu'ils travaillent avec leurs mains. Et on leur dit, bah, en fait, vos mains, elles sont peut-être pas si utiles que ça. On leur a dit de faire des exercices. Alors maintenant, on dit oui, il faut faire les exercices. Mais on leur dit oui, mais attention, peut-être qu'il faudrait pas non plus faire des exercices à tout le monde. Et actuellement, bah ouais, effectivement, je pense que ce pendule-là, on ne sait pas trop où il est. Et je pense qu'actuellement aussi, il y a quand même peut-être aussi des rééducateurs qui savent plus trop où ils sont, plus comment se placer. Mais c'est un vrai problème parce qu'on retrouve, tu parlais, toi t'es kinésithérapeute, moi je suis ostéopathe, et c'est un peu l'inconvénient, c'est ce qui m'embête aussi chez l'ostéo de dire, on a tellement dit que les mains c'était pas fiable, les tests cliniques c'était pas fiable et tout ça, que finalement on se dit, bah du coup je peux me reposer sur rien. Et c'est pas aussi simple que ça, c'est-à-dire, voilà. Et au contraire, quand on croise des psychologues, des psychiatres, ils disent, mais vous avez une chance incroyable que nous, on n'a pas, un truc très précieux, c'est que vous touchez les patients, vous pouvez... Et eux, ceux qui n'ont pas accès au côté physique, voient en ça une richesse, alors que nous qui sommes dedans, on se dit, mais en fait, c'est nul le toucher et tout ça. C'est vrai que c'est un vrai problème, ça. C'est un vrai problème. Et puis en plus, nous, globalement, en tant que physio, alors peut-être moins en tant qu'ostéo, la réponse qu'on a trouvée, peut-être pour se rassurer, hein, euh, c'est quand même de faire des exercices à tout le monde. Enfin, j'en parlais tout à l'heure, mais globalement, c'est il faut bouger. Alors en plus, la Sécu nous encourage à ça. Et effectivement, hein, quand on regarde les études, on s'aperçoit que le mouvement, c'est vraiment la plus grande taille d'effet. Mais intégrer du mouvement dans nos thérapies, plutôt que de faire des thérapies passives, ce n'est pas de la psychologie. C'est éventuellement un comportementalisme comme l'a décrit le Sanddyk avec la loi de l'effet, c'est-à-dire que s'il y a des conséquences positives de quelque chose, il y a plus de chances que le comportement se reproduise. Donc, effectivement, si mon patient voit que l'exercice peut être positif, peut-être qu'il pourra en refaire un petit peu plus. Mais c'est vraiment, allez, la seule mini-incursion de psychologie qu'on peut mettre éventuellement dans cette pratique-là. Et encore, c'est de la psychologie comportementaliste qui date il y a quelques années. Entre-temps, il y a eu plusieurs vagues qui sont passées, quoi. Oui, c'est ça que j'aimerais bien justement parce que moi j'avais bien aimé que tu attirais l'attention sur la nuance. Tu dis en fait c'est pas qu'on a fait trop de psych. Si on reprenait l'image du pendule, même si on n'est pas forcément Ouais, ne la m'énerve plus pas, hein. indiquée, voilà, on n'a pas basculé trop dans le psychologique. C'est que c'est pas du psychologique qu'on fait, c'est du comportemental. Est-ce que tu peux détailler ça? Ouais, bah, c'est ce que je disais juste là, hein. C'est-à-dire que on n'a qu'une idée, c'est de faire en sorte, comme j'ai un outil, en fait, actuellement, je me dis le seul outil valide que j'ai, c'est de faire des exercices à mon patient. Donc, je vais chercher à tout prix à ce que mon patient fasse ces exercices. Mais là, du coup, enfin, ça veut dire qu'on est dans le déni complètement de ce que veut le patient et de ce qui potentiellement serait bien pour lui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas
admettre, je pense, que tout humain a besoin de la même chose. C'est pas possible en rééducation. On peut admettre qu'on a tous besoin de boire et de manger, mais par contre, ce qui va me faire du bien pour me sortir d'une situation difficile, c'est quand même compliqué de se dire que c'est pour tout le monde de l'activité physique. Et actuellement, il y a quand même une tendance, je pense, un peu trop forte, à se dire, bon, bah, en fait, il faut toujours que mon patient bouge. Les pauvres patients qui ont une fibromyalgie actuellement, qui vont chez le kiné, c'est souvent le discours qu'ils entendent. J'ai du mal à croire que les patients, ils aient jamais essayé de bouger eux-mêmes. Et quand on leur dit oui, mais on va bouger ensemble, ils disent oui, enfin, j'ai déjà essayé quoi. Enfin, t'es un kiné, t'as ton diplôme depuis 3 ans. Moi, ça fait 30 ans que j'ai ma fibromyalgie. Enfin, je suis pas sûr de vouloir y aller quoi. Et pourtant, on va peut-être quand même ces personnes-là les amener vers ça. Alors que c'est pas forcément ça qu'ils demandent et c'est pas forcément ça dont ils ont besoin. Parce qu'on sait qu'en plus, chez des personnes qui ont une fibromyalgie et chez plein d'autres personnes qui ont des douleurs chroniques, l'hypoalgésie induite par l'activité physique est parfois inexistante. Donc, de toute façon, ce qu'on cherche à leur faire avoir, c'est-à-dire une diminution de la douleur par l'activité physique, ne se produira peut-être pas. Alors après, il y a un intérêt au niveau cardiovasculaire, au niveau social, parce que si on sort faire une activité physique, c'est potentiellement un moment où on va rencontrer du monde. Ça, oui. Mais je pense qu'on est un petit peu trop rigide sur la façon de pratiquer, mais peut-être parce qu'on a été aussi un petit peu trop radicaux sur... on enlève ce côté thérapie manuelle, on enlève plein de choses, on remet en cause plein de choses, sans proposer des choses à rajouter par-dessus, à part de l'activité physique. Donc pour l'instant, on a un marteau, on voit des clous, on tape les clous partout, mais voilà, la question c'est est-ce qu'on pourrait pas voir les choses d'une façon un peu plus large et surtout, et c'est là où il y a quand même la psychologie qui rentre à plein, c'est écouter le patient, savoir ce qu'il veut et en fonction de ce qu'il veut, essayer de trouver un terrain d'entente. C'est ça justement, concrètement, si je voulais te poser la question Rémi, concrètement voilà tu dis bah tiens la personne qui est fibromyalgique on va pas directement essayer de l'encourager à faire des exercices parce que c'est censé être bon pour elle et puis se rend compte qu'elle pourrait même probablement pas bénéficier des effets qu'on peut escompter dans ces cas-là. Et concrètement, comment tu procèdes alors? Je suppose que toi, tu aurais un patient comme ça, cette situation-là en cabinet. Comment tu procèdes? Qu'est-ce qui fait que c'est différent? Est-ce que tu peux me décrire ça? Ça m'intéresse moi. Par où tu prends le problème? Est-ce que c'est différent déjà? Ce serait peut-être ça la question. Est-ce que ma pratique de thérapeute, je me considère comme un thérapeute TCC? C'est-à-dire qu'au fond de moi, je fais des TCC et c'est une façon d'être, c'est pas un outil. Et ce thérapeute TCC que je suis fait que je suis peut-être, enfin, en tout cas, je suis à l'écoute énormément. J'ai une écoute, je pense, sincère et empathique du patient. Et peut-être que ça ne se résume qu'à ça. Et quand je dis écoute, c'est une écoute sincère et empathique dans le sens où je n'écoute pas pour montrer au patient que je l'ai écouté, je l'écoute pour savoir exactement ce qui s'est passé, parce qu'en fonction de ce qui s'est passé, on va pouvoir trouver les éléments qui vont nous aider à avancer. Donc, il y a déjà toute cette phase-là qui en TCC qui est fondamentale, c'est quelle est ma posture vis-à-vis du patient. Je suis dans l'horizontalité, mais à un point vraiment, c'est-à-dire que quand je vois le patient, plus on va dire, plus j'avance, plus je suis expert dans la douleur, entre guillemets, et plus j'avance, plus j'ai tendance en contraire à considérer que finalement je suis presque en dessous du patient, et qu'en fonction de ce qu'il va me dire, on va réussir à faire des choses, mais je suis vraiment à la recherche des éléments du patient qui vont faire changer ma rééducation. Et donc, à l'avance, je ne sais jamais comment ça va se passer. Ça me rassure. Ça me rassure parce que c'est vrai. Et aussi, c'est ça. Moi, ce que souvent aussi aux collègues ou aux étudiants, quand j'enseigne, j'ai dit, mais si un jour, quand on est à son compte et qu'on a la chance d'avoir un boulot qui est potentiellement intéressant, si un jour on s'ennuie, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Et là, dans ce que tu dis, cette manière d'envisager les choses, elle est très... Tu sais pas à l'avance ce qui va se passer. Et donc, par définition, il y aura une part créative. On reste toute proportion gardée, mais il y a une petite part créative qui rend l'interaction intéressante aussi. Autrement, effectivement, on met tout le monde sur des poulies et on appuie sur Start. Et là, on peut s'ennuyer, effectivement. Donc rien que même pour le praticien, je pense, ça peut être comme une prévention du burn-out et un truc de garder le goût à ce qu'on fait. C'est parce que j'imagine, moi, si je suis un patient, je vais voir un kiné, et ce kiné, il est en train de kiffer ça, il prend plaisir à ce qu'il fait, et ben moi, ça va m'entraîner. Mais voilà, mais je pense que ça,
ça paraît bête parce que je pense que tout le monde l'a entendu, même en formation initiale où des fois je râle, mais je pense qu'ils ont tous entendu ce côté, faut être ouvert, faut écouter, faut faire des questions ouvertes. Ça, on l'entend systématiquement. En pratique, ensuite, qui est-ce qui fait vraiment des questions ouvertes au-delà de en quoi puis-je vous être utile ou racontez-moi votre histoire ou des questions très ouvertes au début et ensuite, en général, les questions elles se referment. Alors parfois de façon judicieuse parce qu'on cherche des drapeaux rouges et que, à un moment donné, si j'ai pas demandé au patient s'il avait des problèmes d'érection ou des problèmes de fuite urinaire ou des problèmes, je vais manquer des éléments. Mais sinon, très rapidement, souvent, on ferme les questions et voire même, et alors ça c'est, alors là pour le coup, on le voit beaucoup en formation, hein, tout de suite, au moment où le patient est là, le patient rentre, on lui pose 2, 3 questions ouvertes et très rapidement, quand il nous dit ce qu'il a vécu, on l'interroge, on met en doute certaines choses, mais des fois c'est pas malveillant, c'est bienveillant. Mais est-ce que vous avez essayé de faire ça? Et tiens, vous n'avez pas fait ça? En fait non. En fait non. On écoute. On écoute. Pour ça, la médecine narrative, elle a vraiment 2 phases qui sont super intéressantes. C'est vraiment, je te dis vraiment, t'as une phase incompressible d'écoute. C'est-à-dire que tu ne ramènes rien, tu ne ramènes pas ta fraise, tu poses des questions ouvertes éventuellement s'il y a besoin, mais tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes. Et on a tendance, et je pense qu'on ne voit pas le mal, alors mais est-ce que vous avez essayé de mettre du froid? Est-ce que vous avez essayé de mettre du chaud? Et est-ce que vous avez essayé de vous mettre dans une autre position? Qu'est-ce qu'on cherche à faire finalement? Est-ce qu'on cherche vraiment à avoir une information? Et déjà, on cherche à avoir notre information, celle qui nous intéresse. Finalement, est-ce que le patient ne pourrait pas commencer à douter, de se dire, mais en fait, il croit que j'ai rien essayé, il croit que j'ai rien fait, il croit que comme on ne sait pas comment le patient va l'interpréter, on peut juste fermer sa gueule et écouter, c'est pas mal. Et une fois qu'on a tous les éléments, à ce moment-là, on peut peut-être se dire, OK, j'aime bien l'expression anglo-saxonne de big picture, c'est ouais, j'ai le tableau complet, maintenant avec ce tableau complet-là, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire? Mais tant que j'ai pas le tableau complet, les éléments que je peux amener peuvent potentiellement en plus modifier la façon dont le patient va s'adresser à moi. Si je commence à douter, peut-être qu'il va vouloir en rajouter un petit peu plus pour que je le croie vraiment. Et donc, ça fausse le rapport. Donc, cette posture très d'égal à égal, d'écoute empathique, c'est déjà fondamental et il y a plus que ça, bien entendu. Mais s'il y a quelque chose de fondamental, c'est clairement ça. Il y a plusieurs questions qui sont soulevées par ce que tu es en train de dire, Rémi. Ouais. Je prends des notes au fur et à mesure. Parce que tu as parlé de médecine narrative. Est-ce que tu voudrais... Il y a plusieurs choses. Je ne sais pas, tu prends dans l'ordre si ça te va ou si ça ne te va pas. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de en quoi ça consiste la médecine narrative et en quoi ça nous parle ou ça te parle toi? Et l'autre chose, c'est les TCC. Il y a plusieurs... C'est pas des vagues, c'est comment on appelle ça? Plusieurs vagues. Il y a plusieurs phases. Est-ce que tu pourrais résumer un peu l'évolution des TCC et nous parler de médecine narrative si c'est quelque chose que tu as envie de décrire parce que tu l'as cité mais c'est pas clair pour tout le monde. Ouais, je ne voudrais pas faire d'ultra crépidarianisme en parlant de médecine narrative. C'est un sujet c'est un domaine que je connais peu. J'ai lu 2 livres dessus. Je trouve ça chouette. Je trouve ça même très chouette. Il y a plein de super bonnes idées à retirer de la médecine narrative que l'on peut utiliser nous en rééducation. Faut juste pas avoir peur de ce que va nous dire le patient. Parce que quand on le laisse s'exprimer, il y a plein de choses qui ressortent. Et s'il y a des choses qui ne sont pas de notre compétence, on le dit clairement. Mais non, je peux juste encourager les gens à s'intéresser à la médecine narrative. Il y a des livres en français. Et j'ai vu dernièrement qu'il y avait même plein de conférences YouTube sur la médecine narrative. Donc en fait, en tapant médecine narrative, on retrouve en fait plein de vidéos faites par toujours un petit peu les mêmes personnes en fait en France qui sont spécialistes du domaine. Est-ce que Rémi, tu peux nous décrire maintenant l'évolution des TCC, parce que effectivement, c'est plus tout à fait pareil qu'il y a 15 ans. Ouais. Et on en est où? Et en quoi ça consiste le TCC? Ouais, en fait, il y a eu plusieurs vagues. Alors, voilà, je suis un peu plus, on va dire, un peu plus légitime pour parler de TCC, mais je ne suis pas psychologue non plus. Et voilà, mais en tout cas, sur les TCC, ouais, il y a plusieurs vagues. Il y a une vague comportementaliste. On connaît tous plus ou moins Pavlov, qui était vraiment le début de cette vague comportementaliste. Tout à l'heure, j'ai cité Sandijk, qui est lui dans le schéma opérant. Il y a une vague cognitiviste, où là, en fait, finalement, on a arrêté de penser uniquement en comportement et en conséquences de comportement. On a commencé à prendre en compte, en fait, ce que certains appelaient la boîte noire, c'est-à-dire que oui, il se passe quand même des choses dans la tête, et ce serait peut-être bien, en fait, de les prendre en considération, et qu'en les prenant en considération, on pouvait
on pouvait potentiellement modifier les comportements plus facilement. Il y a Beck qui a beaucoup œuvré qui est d'ailleurs décédé il y a quelques mois, qui a beaucoup œuvré pour cette vague-là cognitive, avec notamment des colonnes de Beck où en fait on demande aux patients dans une situation de décrire les émotions, les pensées et éventuellement le comportement qui a eu lieu et surtout le comportement alternatif qui aurait pu avoir lieu avec des pourcentages. Enfin voilà, ça reste quelque chose d'assez carré, d'assez précis où on demande beaucoup de travail aussi aux patients. Et puis il y a eu une vague émotionnelle dans laquelle on intègre la thérapie d'acceptation et d'engagement, l'ACT, comme on l'appelle le plus communément, ou la mindfulness, la méditation de pleine conscience. Où là, finalement, on n'essaye plus de, entre guillemets, lutter contre les pensées, mais on essaye davantage de faire avec et toujours dans une modification de comportement, mais du coup en faisant avec les pensées, notamment, je pense que l'acte parle moyennement en fait aux auditeurs, mais la mindfulness, on voit peut-être un petit peu plus les choses. La mindfulness, en fait, c'est le fait de partir à la rencontre de tous nos événements intérieurs et en fait de faire en sorte qu'ils ne fassent que passer et qui ait peut-être moins de répercussions. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de la méditation pour se détendre, voilà, on part de la méditation pour partir à la rencontre. Donc voilà, c'est trois vagues. Et ce qu'on peut, enfin, s'il y avait quelque chose peut-être à retenir au niveau kiné ou ostéo de ça, c'est que finalement, la première et la deuxième vague sont peut-être difficiles. Bon, la première maintenant, enfin quoique même si on peut faire un cercle autour, mais la première et la deuxième vague sont peut-être difficilement applicables quand même en rééducation. La troisième vague avec la thérapie d'acceptation et d'engagement est peut-être un petit peu plus facile d'accès dans le sens où on a peut-être moins besoin de rentrer dans le détail des pensées, des émotions et on peut rapidement aller avec le faire avec. Oui, il se passe ça et je peux faire ça. Voilà, donc c'est peut-être quelque chose qui se prête un petit peu plus pour nous en tant que rééducateurs. À propos de ça, j'aimerais qu'on parle de la formation que tu as élaborée avec Elsa, qui elle est psychologue, Ouais. donc c'est Elsa Imhoff. Rémi, est-ce que tu pourrais nous raconter d'abord, moi j'aime bien savoir l'histoire, donc comment vous vous êtes rencontrés, qu'est-ce qui vous est passé par la tête, c'est-à-dire pour que vous disiez à un moment, tiens, il y aurait besoin, c'est en général, quand on élabore une formation, c'est parce qu'on ressent un besoin, un manque, et on se dit, tiens, il faudrait ceci, il faudrait ça, et voilà. Qu'est-ce que vous avez ressenti comme manque, comme besoin, et quelle est la réponse que vous avez voulu apporter avec Elsa, et je pose plein de questions, ce qu'il ne faut pas faire justement avec les patients, mais c'est pas grave, c'est parce qu'on a un petit décalage sonore et c'est plus facile pour moi de poser les questions là. Donc j'aimerais bien savoir comment ça a commencé avec Elsa, comment vous êtes rencontrés, à quoi ça répond votre formation et comment elle se présente cette formation concrètement. Oui, alors en fait, Elsa Imhoff, en fait, elle est psychologue maintenant à Lyon. Moi, je l'ai connue en fait quand j'ai fait en tant qu'apprenant le DU TCC de la douleur chronique à Paris. Voilà, c'était vraiment ma première incursion précise dans les TCC. Et c'était la formatrice principale en fait de ce DU. Et elle est vraiment très pédagogue. Et donc ces cours, c'était toujours, enfin c'est du petit lait quoi. C'est voilà, à chaque fois que tu finissais un de ces cours, tu avais juste envie de potasser les choses parce que c'était top. Et, euh, et donc je l'ai vue aussi pratiquer au Centre de la douleur à Saint-Antoine parce qu'elle prenait des patients qui avaient justement une fibromyalgie dont on parlait tout à l'heure. Elle en prenait, elle est un groupe de 7-8 et puis elle faisait travailler autour du vécu de la maladie. Et là aussi, en fait, j'avais été pas mal impressionné. Et quand j'ai fini le DU, je lui dis, bah voilà, moi je suis en train de monter un organisme de formation. Je sais pas encore comment, ni quand, mais à un moment donné, je pense que je vais te rappeler. Ouais, il faut faut qu'on arrive à faire quelque chose et autour des kinés, parce que ce DU, en fait, il était transdisciplinaire, enfin voilà, il avait interdisciplinaire. Donc je dis, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose pour les rééducateurs, parce que voilà, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Donc moi, entre-temps, j'ai fait venir Benjamin Schoendorf, qui est un spécialiste de la thérapie d'acceptation et d'engagement, qui est le spécialiste francophone de la thérapie d'acceptation et d'engagement. Et c'est une formation qui est intéressante, mais qui, du coup, n'est pas une formation vraiment sur la pratique de kiné ou la pratique d'ostéo, qui est une formation plus sur voilà, ce qu'est la thérapie d'acceptation et d'engagement et qu'on peut utiliser avec les patients, mais on n'a pas une sorte de mode d'emploi. Et donc l'idée, finalement, après plusieurs années, quand j'ai recroisé Elsa en congrès,
c'était de se dire, OK, elle s'était rendue compte que les kinés avaient des difficultés. Moi, je m'en étais rendu compte aussi. Entre-temps, j'avais eu un DU de TCC, donc c'était un DU de 2 ans. Et on s'est dit, allez, banco, on fait une formation tous les deux. Moi, avec du coup mon bagage j'ai des bonnes notions de TCC et de physio, donc voilà, on va essayer de faire quelque chose. Et elle a un gros background de TCC, et voilà. Et on a essayé de monter la formation. La formation, elle se fait sur 2 jours, mais le contenu est toujours très mouvant parce que on s'est rendu compte que c'est une notion qui est nouvelle. C'est-à-dire que l'utilisation des TCC par des rééducateurs, c'est chez les anglo-saxons ce qu'on peut appeler la psychologically informed practice. C'est quelque chose qui a été documenté depuis un petit moment déjà. On sait à peu près en quoi ça consiste. Mais alors, dans le comment il faut faire, alors là, c'est le néant total, le Bronx total. Chacun fait un petit peu à sa sauce, chacun, voilà. Donc du coup, comme il n'y a rien encore de standardisé, parce que c'est quelque chose de nouveau, on s'est retrouvé à devoir en fait gérer ces paramètres-là, c'est-à-dire, OK, bon, toi tu penses qu'il faudrait faire comment, moi je pense qu'on devrait faire comment. C'est bien parce qu'on n'était pas tout à fait d'accord sur certaines choses. Moi, j'étais très thérapie d'acceptation et d'engagement, et Elsa aussi, mais avec un côté cognitiviste aussi. Donc, elle voulait quand même ajouter ce qu'on appelle de la restructuration cognitive, c'est-à-dire discuter des pensées du patient. C'est-à-dire que si mon patient pense que le problème est lié à sa hernie, est-ce qu'on le laisse comme ça, ou est-ce que finalement on lui demande s'il en est vraiment sûr, voilà. Et moi, j'étais plus partisan on le laisse penser que c'est sa hernie, je m'en fous, s'il va mieux après. Tandis qu'Elsa dit, oui, mais après, si ça amène un comportement au problème, peut-être qu'il faut quand même discuter de cette pensée-là. Et c'est des discussions qui sont intéressantes, on pourrait y passer des heures, et on y a passé des heures, du coup. Et voilà, donc du coup, et à chaque fois qu'on fait l'information, on amène des modifications en fonction du retour des participants. Donc voilà, donc l'idée, c'est de travailler sur une première journée sur la fameuse posture du thérapeute. Comment on fait finalement pour être 100% à l'écoute. Et bien entendu, on évoque les questions ouvertes, mais ça va au-delà de ça, ça va vraiment dans le sens de la sincérité. Et donc, on a une journée vraiment où on est autour de la posture et de la récupération des informations qui sont de l'ordre des pensées et des émotions, parce que ça, on ne nous l'apprend pas au final. On ne peut pas faire de psychologie si on ne sait pas ce que pense le patient et si on ne sait pas ce qu'il ressent et quelles sont ses émotions. Donc finalement, il faut récupérer ces informations-là, sauf que je pense qu'on n'est pas formé à faire ça. Et d'ailleurs, au congrès de la FMCK, là, on en parlait en fait, actuellement, pourtant à la FMCK, donc c'est la formation McKenzie, le MDT, je pense qu'en thérapie manuelle, McKenzie, ils sont parmi les plus en avance sur le côté psychologique. Quasiment tous sont formés en entretien motivationnel. C'est déjà quelque chose qui est intéressant. Mais pourtant, dans leur bilan, les cases liées au psychologique et au social sont vraiment très, 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 très maigres, et ça fait une ligne. Et en une ligne, je ne peux pas noter toutes les pensées du patient. Je ne peux pas noter toutes les émotions du patient. Donc voilà, donc on travaille autour de ça en se disant, OK, comment on peut finalement intégrer les pensées et les émotions dans la prise en charge, parce que c'est en ça que ça consiste. Et ensuite, dans un deuxième temps, c'est qu'est-ce que j'en fais. Mais déjà, il faut pouvoir récupérer ces infos. Mmh. Est-ce que Rémi, quand tu me décris ça, je trouve que c'est quelque chose qui ressemble fort à ce que... moi, c'est par Jerry Draper-Roddy que j'ai connu ça. C'est le modèle de l'inaction, inactif. J'ai compris ça dans l'inaction. Est-ce que c'est la même chose ou pas? Est-ce que c'est encore différent? Moi, j'avais compris que dans l'inaction, on s'intéressait justement tiens, comment encore le patient se retrouve dans une situation, mais comment il le vit, comment il se représente les choses, comment il se sent pendant qu'il... Ouais, c'est encore autre chose. Le modèle inactif, c'est un modèle qui, lui, par contre, pourrait tout à fait remplacer ce modèle biopsychosocial, qui est un modèle qui a vécu, qui, à mon avis, pose souci, parce qu'en fait, on a une vision en silo, en fait, de ce modèle biopsychosocial. On catégorise le bio, le psycho et le social. Alors certes, dans le schéma classique, ces trois trucs se superposent. Mais au final, quand on est au cabinet avec les patients, on a quand même tendance à mettre le bio d'un côté, le psycho d'un côté et le social de l'autre. Donc, vouloir diviser le corps en trois, c'est une utopie, c'est un modèle. Et le modèle inactif, c'est un modèle qui, du coup, effectivement, est plus intéressant, qui va finalement pousser
le modèle biopsychosocial, ça oui, mais qui ne va pas remplacer les TCC ou qui n'est pas sur la même ligne que les TCC, parce que c'est un modèle. Les TCC, c'est une utilisation, en fait, un moyen thérapeutique. Et le modèle inactif, alors, moi je le représente, en fait, à l'école de kiné avec 3 bulles de savon. Donc j'ai une photo avec 3 bulles de savon et les bulles de savon elles représentent le bio, le psychosocial et que peu importe qui est quoi, s'il y a une bulle plus grande, une bulle plus petite, selon les patients tout change. Mais par contre ces bulles de savon en fait elles se promènent dans l'air et le modèle inactif c'est justement ça, c'est que la bulle du savon a une interaction sur l'environnement parce que la bulle de savon est présente, mais l'environnement va avoir une interaction sur ma bulle de savon. Donc ce modèle inactif c'est vraiment quelque chose de très global et c'est sûrement actuellement le modèle le plus intéressant pour envisager le fonctionnement humain. Mais pour l'utiliser en pratique, c'est un modèle théorique, quoi. Ouais, c'est ça. Pour l'utiliser en pratique, c'est un petit peu plus embêtant. Les TCC, par contre, s'intéressent effectivement à l'interaction que le patient va avoir dans une situation avec son environnement et ce que ça va déclencher à l'intérieur. Ça, c'est vraiment les TCC. C'est un modèle d'application au final. Hein. Mais c'est quand même deux choses différentes. Rémi, on avait évoqué aussi une question qui est intéressante, c'est que c'est aussi une des limites de l'implémentation du modèle biopsychosocial, c'est si on regarde de plus près la pratique de la plupart d'entre nous, thérapeutes physiques on va dire, en fait on juxtapose les prises en charge, c'est-à-dire on va dire, oui, le patient est chez moi, puis je vois bien qu'il y a un problème qui ne relève pas de mon ressort, de ma compétence, je l'envoie chez le psychologue fait son job, revenez après et on continue. Et ça c'est juxtaposer, ça n'existe pas, juxtaposer les choses, et justement toi ce que tu proposes c'est plutôt d'intégrer. Est-ce que tu pourrais décrire un peu plus précisément en quoi on peut et dans quelle mesure cette formation permet aux kinés ou aux ostéos ou à tous ceux qui peuvent accéder à cette formation, je ne sais pas quels sont les critères, de finalement pouvoir travailler davantage en collaboration avec un psy, parce que moi personnellement ça fait 20 ans que je travaille en cabinet, je n'ai jamais travaillé en collaboration avec un psy. J'ai régulièrement envoyé des gens chez un psychologue, j'avoue je n'ai jamais travaillé en collaboration avec un psy. Comment ça pourrait se passer ? De quoi on a besoin pour pouvoir le faire, des deux côtés d'ailleurs ? Oui, enfin, je pense que le problème, il est aussi de ce travail en silo avec le bio, le psycho et le social. Même si on le subdivise actuellement, il existe des modèles comme le modèle de Walton, peut-être qu'on pourrait les mettre en vidéo, le modèle de Walton, le modèle de Toussignan-Laflamme ou de Peter O'Sullivan, où on essaye de rajouter des silos dans le modèle psychosocial. Mais ce n'est juste que rajouter des silos. Je pense qu'en faisant ça, à un moment donné, si on s'aperçoit qu'il y a peu de problèmes mécaniques, et encore une fois, quand peu de problèmes mécaniques, on a mis en évidence, peut-être qu'il y en a, mais qu'on ne les a pas vus. Mais que par contre, mon patient a une problématique plus liée à quelque chose de psychologique, avec quelque chose qui ressemble à un trouble anxieux généralisé, par exemple, je risque de stigmatiser, me dire, oh là là, c'est pas pour moi, lui, c'est psy. De toute façon, ce qui fera qu'il ira mieux, c'est d'aller chez un psy. Ces modèles-là, en silo, je pense, nous encouragent à faire ça. Parce qu'on n'a pas une vision globale du patient. Alors que le psychologique n'est jamais détaché du biologique. Le fait de faire bouger une jambe va avoir une action sur ce que pense mon patient, sur ce qui se représente de ma jambe. Donc, on ne peut pas, quand mon patient a une problématique douloureuse, complètement le laisser tomber et lui dire « vous allez voir un psy ». C'est d'une violence terrible. Et pourtant, c'est ce qui nous arrive de... Enfin, moi, je l'ai fait plusieurs fois. J'espère il y a longtemps. mais ouais, c'est hyper violent. Du coup, le patient se sent rejeté. Déjà, c'est pas sûr qu'il y aille, même si on pense que ça lui ferait du bien. Et encore une fois, c'est nous qui pensons que ça lui ferait du bien. Peut-être que ça lui ferait pas du bien. S'il n'a pas envie, ça lui fera pas du bien. Et donc, il faudrait potentiellement, effectivement, qu'on travaille en interdisciplinarité et pas en multidisciplinarité comme c'est fait. Mais pour que ce soit de l'interdisciplinarité, en fait, il faut que, c'est les bulles qui se chevauchent, il faudrait que je connaisse les compétences du psychologue, que je connaisse le travail du psychologue et qu'on ait un langage commun, donc qu'on ne soit plus comme ça et qu'on soit comme ça. Et à ce moment-là, je pourrais travailler en interdisciplinarité. Avec le rhumato, pareil. Avec le chirurgien, pareil. On a souvent avec l'assistante sociale, pareil. Quand je ne sais pas ce que fait l'autre, forcément, si jamais je dois avoir un lien avec lui, c'est j'envoie, mais je ne vais pas discuter.
Donc, l'idée aussi de cette formation, c'est de se dire, bah voilà, on fait une formation avec une psychologue, parce que du coup, on va pouvoir discuter avec elle, voir quel est son point de vue, voir comment elle voit les choses, quel langage elle utilise. Et aussi, en TCC, il y a un langage. On ne parle pas de croyance, on parle de cognition. Et si on parle de croyance à un psychologue, pour lui, ça va avoir une autre valeur. Donc, c'est vrai que le fait de faire des formations qui vont un petit peu vers un autre métier, ben en fait, je pense pas qu'on vole le métier de l'autre. C'est juste qu'on fait une incursion dans sa sphère pour pouvoir échanger. On fait une passerelle, Ouais, oui, c'est ça. ça ne peut être que ça. L'interdisciplinarité ne peut pas marcher si on ne sait pas ce que fait l'autre, si on n'a pas le même langage. C'est juste ça. Et franchement, enfin, moi du coup, comme j'enseigne aussi pour des psychologues et des psychiatres maintenant, je commence à avoir un carnet d'adresses à ce niveau-là qui est quand même intéressant. Mais si jamais j'envoie un patient, ben, j'envoie le patient, j'hésite pas avec ce que je pense de la situation. Et il n'y a pas de problème je ne suis pas dans mon rôle de kiné parce que je parle de problématiques qui sont de l'ordre des émotions. Non, pas du tout. Je ne fais pas de diagnostic ou quoi. Je dis juste, voilà, je pense que mon patient, dans cette situation où il y a ça et ça qui passe, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Mais étant donné que j'ai établi qu'il y avait une situation de problème, que je l'ai mis en évidence les problèmes et que moi, après, je ne suis pas apte à trouver des solutions, ben voilà, je vous le renvoie dans une problématique qui est une problématique musculo-squelettique parce que moi je le vois pour ça. Et en fait, avec ça, on fait un travail qui du coup peut être super intéressant. Et chacun reste dans son rôle, tout à fait. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas la passerelle, on ne fonctionne pas ensemble. Cela dit, d'un niveau, on voit le même problème et le même avantage de l'interdisciplinarité. Quand on a simplement dans la relation médecin-kiné, par exemple, on voit bien quand un médecin ne connaît pas le travail du kiné, ses prescriptions ne sont pas du tout pertinentes. Et il lui suffit d'un peu mieux connaître c'est quoi un kiné. Et on voit bien qu'après, les prescriptions elles deviennent hyper pertinentes. Et le patient, c'est le premier bénéficiaire, tout ça. Et donc ça, c'est une belle image. Et effectivement, si on a le même... On voit bien la même analogie. On peut transposer ça à une relation interprofessionnelle, quelle qu'elle soit, que ce soit entre un kiné et un psy, effectivement. Et globalement, on peut transposer ça à toute relation, Bah oui. toute relation humaine. Oui. Voilà. Mais oui. Si on ne parle pas la même langue, de toute façon, on ne pourra rien faire. C'est ça. Et je me rends compte, moi par exemple, moi qui suis ostéopathe, et j'ai interviewé Mathieu Loubière par rapport à ça, c'est que je me rends compte, beaucoup d'ostéos ne connaissent pas non plus le métier de kiné. Et donc, que ce soit ils ne connaissent pas ce que fait un kiné, les principes d'action du kiné, mais même ses conditions de travail, niveau ordonnance, droit, obligation et tout ça. Et c'est vraiment dommage. Rémi, tu as parlé tout à l'heure, tu as dit le terme kinésiophobie. C'est un terme que tu n'aimes pas. Ouais. Est-ce que j'ai pas envie de te fâcher aujourd'hui, mais entre le pendule, la kinésiophobie, on en avait parlé un peu avec Nicolas Najditch, qui m'avait dit un peu la même chose. Et alors là, vous êtes plusieurs à me dire kinésiophobie, j'aime pas. Donc vous êtes kinésiophobie phobique. Est-ce que est-ce que tu peux m'expliquer ta phobie du mot kinésiophobie? Alors, ouais, ce terme de kinésiophobie, il me gêne, hein, même s'il est communément admis. Hein. Mais une phobie, c'est une peur irraisonnée, irrationnelle et disproportionnée, incontrôlable dans une circonstance qui amène normalement peu de danger. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on a surtout des patients qui ont peur de bouger. On n'est pas jusqu'à une attaque de panique parce que le patient, il pense qu'il va bouger. On n'en est pas là. Si on compare avec quelque chose qui est plus connu, la peur des araignées, la phobie des araignées, on voit bien qu'il y a des gens qui peuvent faire des attaques de panique s'ils voient une araignée. Là, enfin, je ne sais pas si toi, Marco, tu as connu des patients qui étaient vraiment kinésiophobiques. Moi, j'ai plus l'impression que les patients, ils ont peur de bouger. Mais pourquoi ils ont peur de bouger? Derrière ça, ce qui se cache, c'est la peur d'avoir mal, en fait, au final. Si d'un seul coup, tu leur dis, oui, ben, on a enlevé la douleur, le patient, il va se pencher tout de suite. Donc, c'est pas la peur de bouger, c'est finalement plus la peur d'avoir mal. C'est ce décentrage, moi, qui me gêne sur déjà le mot phobie, qui est quand même un gros mot dans le vrai sens du terme, et qui, du coup, à mon avis, ne correspond pas au vécu du patient. Ce n'est pas réellement une phobie avec, voilà, jusqu'à ce qui peut aller à des attaques de panique, mais qui est plus de la peur, et encore, du coup, dans un deuxième temps, pas la peur du mouvement, mais la peur d'avoir de la douleur.
Donc voilà, c'est ce qui me gêne dans l'utilisation de ce mot-là, de cette surutilisation, à mon avis, du mot de kinésiophobie. Ok, je comprends. Je savais pas s'il y avait d'autres choses plus. Moi, j'ai de la kinéphobie, mais ça c'est quand je rencontre des kinés sur Twitter qui clashent un peu trop fort. Mais ça c'est autre chose. Autrement, Il m'arrive Rémi, d'avoir de l'ostéophobie. Hein, de l'ostéophobie, ben oui, elle est. Voilà. Ouais, moi, ouais, c'est On de est tous pareils. l'intolérance. Et de la et de la kinéphobie, hein, et de la kinéphobie aussi quand on voit le Voilà. travail voilà, qui est parfois fait, hein, c'est sûr. On a tous une tolérance avec des limites. Nous voici arrivés au terme de ce premier épisode. Vous retrouverez Rémi dans un deuxième épisode autour de la place des TCC en thérapie manuelle. À très bientôt.